quelque chose s'est produit pendant la nuit et les grands médias en parlent à peine. Et si vous n'en entendez pas parler aujourd'hui, vous risquez de mal comprendre ce qui se construit en ce moment au Moyen-Orient. Ce que je vais vous dire change tout sur la manière dont ce conflit est en train de se dérouler. C'est pas un autre simple titre sur une frappe aérienne, c'est pas une autre déclaration politique lancée depuis un podium. Ce qui s'est produit au cours des 48 dernières heures est une frappe directe calculée contre l'épine dorsale de la machine militaire israélienne. Et cela envoie des ondes de choc dans les cercles de défense de Tel Aviv à Washington. L'Iran a frappé ce que des sources du renseignement décrivent comme des infrastructures majeures d'approvisionnement et de logistique de l'armée israélienne, Tsahal. On ne parle pas de frappe symbolique, on parle de sites qui acheminent des munitions, du carburant, de l'équipement et du soutien en personnel vers les lignes de front israéliennes actives. Quand on frappe ces nœuds, on ne fait pas seulement passer un message politique, on comprime la capacité opérationnelle d'une armée qui est actuellement engagée sur plusieurs fronts. C'est une escalade énorme. Et le moment choisi n'est pas accidentel. Pour comprendre pourquoi cela compte autant, il faut prendre du recul et regarder l'ensemble du tableau. Israël mène des opérations militaires soutenues à Gaza depuis bien plus d'un an maintenant. En même temps, il gère un front nord volatile impliquant le Hezbollah au Liban. Il fait aussi face à une pression croissante venue du Yémen, où les houthistes lancent des projectiles vers le territoire israélien depuis des mois. Et il surveille les menaces de milices irakiennes alignées sur le réseau plus large de l'Iran. Chacun de ces fronts exige un réapprovisionnement constant. Carburant, obus d'artillerie, composantes de drones, rations de terrain, fournitures médicales. La chaîne logistique qui permet aux soldats de continuer à combattre est invisible pour la plupart des téléspectateurs. Mais elle est absolument critique. Et c'est exactement ce que l'Iran semble avoir ciblé. Maintenant, c'est ici que cela devient vraiment important. Les analystes militaires vous diront que la guerre moderne n'est pas toujours gagnée par le camp qui a les plus gros canons au front. Elle est souvent gagnée ou perdue dans la chaîne d'approvisionnement. Il existe un principe militaire célèbre. Les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique. Ce que l'Iran a fait, si ces rapports sont confirmés à l'échelle décrite, c'est démontrer qu'il comprend complètement ce principe. Frapper les infrastructures d'approvisionnement est un geste stratégique, pas seulement tactique. Cela signale que l'Iran et son réseau allié ne se contentent plus simplement d'absorber la pression israélienne et américaine. Ils passent à une posture plus agressive qui cible la durabilité à long terme des opérations militaires israéliennes. Parlons de ce que nous savons au sujet des sites précis. D'après les informations qui circulent pour l'instant, les lieux frappés ont été décrits comme d'importants centres de stockage et de distribution de Tsahal. Le genre d'installation qui servent de couche intermédiaire entre les principales bases militaires israéliennes et ces zones de déploiement actives. Imaginez un réseau d'entrepôts. Vous pouvez avoir une usine qui produit des biens et des magasins qui les vendent, mais si les centres de distribution entre les deux sont perturbés, toute la chaîne d'approvisionnement se désorganise. C'est apparemment la logique derrière ces frappes. L'Iran n'a pas visé directement les lignes de front, il a visé l'infrastructure située derrière les lignes de front. L'armée israélienne n'a pas fourni de confirmation complète de l'étendue des dommages, ce qui est révélateur en soi. Quand des frappes causent des dommages minimes ou manquent leur cible, les armées le disent généralement rapidement, parce que cela sert le récit de la résilience. Le silence relatif ou la reconnaissance limitée et soigneusement formulée suggère que l'impact a été réel et assez important pour qu'une divulgation complète crée un problème de morale et de renseignement. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour la pression sur les lignes de front qui s'intensifie à travers Israël? Voici l'élément clé à comprendre. Les forces israéliennes qui opèrent à Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban ne se battent pas avec des ressources illimitées qui les attendent tout près. Chaque obus tiré, chaque véhicule ravitaillé en carburant, chaque pièce de rechange installée, tout cela passe par un système logistique. Si ce système est sous pression, si les routes d'approvisionnement doivent être redirigées, si certains centres sont endommagés ou détruits, le tempo opérationnel au front ralentit. Les commandants doivent faire des choix plus difficiles sur l'endroit où concentrer les ressources. Les soldats sur le terrain ressentent la différence.
La profondeur stratégique sur laquelle Israël s'est appuyé, la capacité de soutenir des opérations de haute intensité sur une longue période se retrouve comprimée. Et cela arrive à un moment où Israël fait déjà face à des pressions politiques internes sur la conduite et les objectifs de ses campagnes militaires. Le public israélien est divisé sur la direction de la guerre. Les familles des otages réclament des solutions diplomatiques. Des figures de l'opposition contestent la stratégie du gouvernement. Les soldats réservistes, qui représentent une part substantielle de la capacité militaire d'Israël, ont été déployés dans des rotations prolongées qui créent de la fatigue et une tension sociale. Dans tout cela arrive cette frappe contre les infrastructures d'approvisionnement qui ajoute une autre couche de pression sur les décideurs à Tel Aviv. Du point de vue de l'Iran, cela semble être un geste soigneusement calibré. Téhéran navigue dans une position compliquée depuis le début de ce conflit. Il soutient son réseau de mandataires, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et divers groupes irakiens. Mais il a tenté d'éviter une confrontation directe à grande échelle avec Israël ou les États-Unis qui pourrait déclencher une réponse militaire dévastatrice contre le territoire iranien lui-même. Les frappes contre les sites d'approvisionnement de Tsahal représentent un degré de confrontation directe plus élevé par rapport à cette stratégie par mandataire, mais elles restent en deçà du type d'attaque massive et ouverte qui donnerait à Israël et aux États-Unis la justification la plus claire pour une campagne de représailles à grande échelle contre l'Iran proprement dit. C'est une ligne dangereuse à suivre et la communauté internationale le sait. Les États-Unis, qui possèdent leurs propres moyens militaires dans la région et qui ont clairement indiqué qu'ils soutiendront la sécurité d'Israël, surveillent cette escalade de près. Les responsables américains ont été en contact presque constant avec leurs homologues israéliens. La question posée dans ces conversations, si l'on lit entre les lignes du langage diplomatique, est essentiellement celle-ci: comment répondre d'une manière qui ne déclenche pas une réaction en chaîne que personne ne pourra arrêter? C'est une question sans réponse facile. Pendant ce temps, la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer. Les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme sur l'accès à la nourriture, les fournitures médicales et le déplacement de civils à une échelle historiquement significative. Plus le conflit dure, plus les conséquences humanitaires deviennent graves. Et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement du côté militaire israélien pourraient, en réalité, prolonger ce conflit en rendant une résolution rapide plus difficile à atteindre. Chaque semaine supplémentaire de conflit se mesure en coût humain réel sur le terrain. Au Liban, la situation le long de la frontière est tendue d'une manière qui n'est pas toujours captée par les manchettes quotidiennes. Le Hezbollah a maintenu une posture de préparation, même si les discussions sur un cessez-le-feu ont vacillé par intermittence. Les communautés locales des deux côtés de la frontière vivent sous une menace constante. La guerre totale entre Israël et le Hezbollah, que beaucoup craignaient l'an dernier, a été partiellement contenue par une combinaison de diplomatie et de dissuasion, mais aucun des deux camps n'a complètement baissé la garde. Et les frappes de l'Iran contre les approvisionnements pourraient modifier le calcul de la direction du Hezbollah sur le type de moment que nous vivons. Il y a aussi la dimension mondiale plus large à considérer. Le conflit dans cette région ne reste pas confiné à cette région. Les marchés pétroliers bougent selon ce qui se passe au Moyen-Orient. Les routes maritimes de la mer Rouge ont été perturbées par l'activité des houthis, ce qui affecte le commerce mondial de façon ressentie de l'Europe à l'Asie. Les gouvernements européens et asiatiques surveillent la situation et préparent discrètement des plans de contingence. Si cela s'aggrave davantage, si les frappes de l'Iran déclenchent une réponse militaire israélienne significative contre le territoire iranien, les effets de ricochet sur l'économie mondiale, les marchés de l'énergie et la diplomatie internationale seraient immédiats et graves. C'est pas une histoire qui se termine avec un seul cycle de nouvelles. Les dynamiques qui se mettent en place maintenant, les décisions stratégiques prises à Téhéran, à Tel Aviv, à Washington, vont façonner le paysage sécuritaire du Moyen-Orient pour les années à venir. Et les frappes contre les infrastructures d'approvisionnement représentent un possible point tournant dans la manière dont ce conflit est mené au plus haut niveau stratégique. Ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, c'est la réponse israélienne. Sera-t-elle proportionnelle et ciblée? Va-t-elle aggraver l'escalade? Ou passera-t-elle par des canaux discrets et des pressions diplomatiques plutôt que par une action militaire?
La réponse à cette question nous en dira beaucoup sur la direction que tout cela prend. Surveillez aussi les déclarations des États-Unis. Plus précisément, tout changement de ton de la Maison-Blanche ou du Pentagone au sujet d'une implication iranienne directe. Si les responsables américains commencent à attribuer publiquement ces frappes avec plus de précision et d'urgence qu'auparavant, ce sera un signal que les conversations internes sur les options de réponse prennent une direction plus sérieuse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt